Je vous en prie, monsieur. Oui, Olivier, tu n'as pas parlé des poudres pyrophoriques. Tu pourrais en dire un mot? Merci. Merci. Oui, en effet, il existe des poudres pyrophoriques, c'est-à-dire où la simple manipulation, la simple remise en suspension peut générer une inflammation. Là, on est vraiment dans des cas très particuliers, c'est-à-dire qu'on est sur généralement des composés qui sont métalliques, qui sont très très fins, voire nano. Là, on peut avoir des poudres pyrophoriques nano. En fabrication additive, alors là, encore une fois, ma thèse est quand même si elle date de ce siècle, elle est quand même assez éloignée. On n'utilise a priori pas vraiment ce type de produit pyrophorique, c'est-à-dire aussi fin que ça. Mais encore une fois, je mets des guillemets. Autant la fabrication additive, j'ai connu, mais je connais un petit peu moins. Mais il faut vraiment descendre sur des tailles de particules qui sont extrêmement faibles. Merci. N'hésitez pas, j'en profite pour prendre l'une ou l'autre question du chat. Alors, question visiblement directement ciblée pour Myriam. Les risques chimiques sont-ils à prendre en compte dans le DUERP, donc le document unique, pour les salariés travaillant en coactivité dans le même local que ceux qui produisent en fabrication additive métal, mais avec un SAS? J'ai tout dit précisément. Oui. Voilà. C'était entre parenthèses, mais quand même. Ça doit... Je suis pas sûr, moi. Ouais, on va changer de micro parce que là, moi, je ne pense pas qu'on... Pardon. Merci. Là, peut-être c'est mieux, oui, en effet. Oui. Oui. Petit changement. Donc, si les salariés sont en coactivité, ils sont à l'extérieur de la zone de travail et qu'il y a un SAS qui sépare les zones de travail, donc les zones polluées des autres zones, a priori, l'évaluation des risques ne doit pas prendre en compte les émissions réalisées par la fabrication additive. Un complément? Non. C'est précis, hein, mais... question toujours pour Myriam. La vitesse de captation de 20 mètres par seconde mentionnée figure-t-elle dans une documentation INRS? Et si oui, bien sûr, oui. Laquelle? Oui, alors elle figure dans plusieurs documentations INRS, dans les documents que j'ai cités, notamment les fiches pratiques ED 144 et ED 148. Mais je pense que mon collègue François-Xavier en parlera plus amplement cet après-midi. Il abordera tout à fait la protection collective et la ventilation. Et donc, mais en effet, ces mesures, en tout cas ces vitesses, pardon, sont à plusieurs reprises citées dans les documents INRS. Je vois une main qui s'est levée. Oui, je vous en prie. Merci pour les présentations. J'ai une question pour la partie polymère. Vous avez du coup montré qu'il y avait l'utilisation de HIPS en tant que support. Est-ce que le HIPS, si vous aviez étudié ça, avait été retiré à la main ou est-ce qu'il avait été dissous? Parce que la dissolution de ces matériaux solubles et ce qu'on fait de l'eau complètement saturée en polymère, j'avoue que j'ai aussi des questions sur l'évacuation de ces déchets-là. Alors le matériau HIPS, je l'ai utilisé en tant que fil fondu, pas pour la fabrication uniquement du support. Et il y a uniquement la pièce imprimée en ABS qu'on a suivie en phase totale d'impression, donc le support plus la pièce en elle-même. Par contre, pour le HIPS, je suis partie du fil fondu qu'on est censé mettre dans l'imprimante 3D et sur lequel j'ai fait l'analyse thermogravimétrique. Donc, j'ai pas étudié la partie dissolution ou autre, juste mise en température et émission des produits sur le HIPS. Merci bien. Marianne, vous aviez le micro, vous pouvez le garder si vous voulez bien. Avez-vous évalué des matières plus haute performance et donc nécessitant des températures de process plus élevées? Alors, il y a PEKK, PPSU, PEI, PVDF, etc. Pour le moment, on n'a pas étudié ces matières. Ça viendra en complément de ce qu'on a déjà fait. On sait que pour les matières qui nécessitent des plus hautes températures, on risque de craquer, de commencer à dégrader le polymère en lui-même et de ne pas avoir juste la libération des monomères non polymérisés. Donc on peut s'attendre, ça a déjà été montré pour le PTFE qui est moins utilisé en impression 3D, mais plus en transformation classique, qu'on va avoir une dépolymérisation à partir de certaines températures, notamment au-delà de 400 degrés. Merci. Madame. Et j'avais une question aussi sur la partie polymère, savoir si vous aviez pu faire des comparaisons par rapport à d'autres procédés
comme l'extrusion, l'injection, en termes de quantité d'émissions? Je n'ai pas encore mis en comparaison les résultats obtenus pour l'impression 3D et ceux qu'on avait obtenus il y a maintenant bientôt 10 ans sur l'étude des produits de dégradation des plastiques. Après, il faut remettre toujours en relief les émissions par rapport à la quantité de plastique qui est chauffée et l'espace dans lequel les produits vont se libérer, entre la taille de la pièce ou la taille de l'atelier, s'il y a plusieurs machines d'extrusion. Mais c'est sûr qu'on a caractérisé les produits d'émission en extrusion classique ramenés à 1 gramme, par exemple, de matière plastique. Et là, pour ça, je l'ai spécifié à chaque fois la masse de matière qui est chauffée. Comme ça, on peut aussi ramener... Ça pourrait être fait, ouais, la comparaison. Est-ce qu'il existe des capteurs pouvant être placés dans les salles d'impression 3D polymère, FDM et SLA, pour quantifier en continu les polluants organiques dans l'environnement? C'est encore pour moi, alors je crois. C'était pas précisé, donc, mais vous semblez à l'aise, donc... Oui, je suppose qu'on peut mettre des capteurs. Le point crucial, ça va être de trouver des capteurs qui sont spécifiques aux différentes substances que l'on voudra mesurer dans le temps, savoir la taille du capteur que l'on envisage, puisqu'il y a des analyseurs qui sont assez encombrants et qu'on ne peut pas déplacer facilement, mais qui existent et qui permettent d'identifier de manière spécifique. Par contre, si on veut équiper les salariés avec un capteur qui va aller mesurer spécifiquement différents polluants pour lesquels il y a des valeurs limites d'exposition professionnelle, là, ça n'existe pas. Allez-y. J'ai encore une question sur les polymères. Vous avez montré qu'en fait, il y avait beaucoup d'émissions de composés volatiles, etc., en impression polymère. On voit des machines qui sont équipées avec un système de filtration, un petit ventilateur, des filtres et des choses comme ça. Est-ce que c'est suffisant? Ou est-ce que, en voyant ça, est-ce qu'on doit complètement recouvrir cette machine pour éviter qu'il y ait des choses qui en sortent? Est-ce que... En tout premier lieu, c'est que les choses vont forcément en sortir à partir du moment où on va ouvrir la machine pour venir chercher la pièce. Et après, je n'ai pas mené particulièrement l'étude de l'efficacité de filtration des filtres. C'est mes collègues du département ingénierie des procédés qui ont conduit cette étude, mais je crois que ce n'est pas très performant. Je pense que François-Xavier Keller en parlera peut-être tout à l'heure. Voilà, vous aurez plus d'informations. Mais je crois. Voilà. Merci. Alors, j'ai cru comprendre que les filaments de couleur blanche contenaient du dioxyde de titane. Avez-vous des informations concernant la toxicité potentielle de leur utilisation en FDM? Merci pour la question. Elle a été posée ce matin dans le chat, en fait. Donc, alors, je ne sais pas si on a travaillé justement sur l'émission possible en fait, de dioxyde de titane. Est-ce qu'il y a un relargage de TiO2 Je ne sais pas. C'est possible. Le dioxyde de titane a été classé récemment cancérogène de catégorie 2 au niveau de l'Union européenne. Il existe une valeur limite d'exposition professionnelle indicative qui est assez élevée actuellement pour le TiO2 dans son ensemble, qui est de 10 mg par mètre cube. Il y a eu récemment des propositions de l'ANSES, qui est l'Agence de sécurité sanitaire, qui propose des valeurs limites 8 heures et court terme pour le TiO2 sous forme nanométrique, qui sont extrêmement basses. Donc, en effet, il convient d'être vigilant avec le dioxyde de titane. Après, à savoir quelles sont les quantités qui sont émises, relarguées. Voilà, je pense que le travail reste à faire encore. Merci pour cette précision. Oui, je vous en prie, Monsieur Dufaux. La bonne nouvelle. Mais ça n'explose pas, c'est la bonne nouvelle. Vous n'osez pas trop le dire quand même. Dans la salle, une fois, deux fois. Pendant que le micro arrive, une rapide question. Le parachèvement, découpe-fil, ponçage sont-ils des postes à risque?
Vous direz oui, je pense, mais... Oui, j'en ai parlé Ça tout va. à l'heure lors de mon intervention. La personne n'a pas dû bien écouter ce que Ah. j'ai dit. Donc, en effet, les opérations de parachèvement, on l'a vu, tout ce qui est ponçage, coupage, perçage, on sait que c'est des opérations qui peuvent réémettre, en fait, des particules qui contiennent des polymères ou des additifs ou autres. Donc, il faut être particulièrement vigilant, qui peuvent notamment relarguer des particules de petite taille. Donc, voilà, il faut mettre en place des mesures de prévention pour ces étapes-là. Merci. La pédagogie, l'art de la répétition. Jeune homme. J'ai une question concernant les émanations lors de dégradation thermique. Est-ce que maintenant, on a de plus en plus de filaments qui sont chargés d'additifs, chargés en fibres ou d'huile paraffine? Est-ce que lors de l'émanation, est-ce que nous avons des émanations d'additifs? Et est-ce que c'est insignifiant par rapport à le styrène, enfin l'émanation du matériau elle-même, ou c'est aussi important soit-elle à prendre en compte lors de notre risque de sécurité? Ah. Oui, dans le cas des charges, quand elles sont minérales, on ne va pas avoir de libération de ces charges pour les températures auxquelles on chauffe le thermoplastique. Après, bien évidemment, dans tous les résultats que j'ai présentés tout à l'heure, on a une participation des additifs à l'émanation des composés. C'est même difficile en fait de relier chaque type d'émission par rapport à la nature du plastique, parce qu'il y a des additifs dont on ne connaît pas la nature chimique, qui sont rajoutés dans la plastique et qui ne sont pas toujours, même pas présents dans la fiche de données de sécurité. Quels sont les produits de dégradation ou sous-produits lors d'une fabrication additive métallique avec un fil de titane? Eh ben, du titane, déjà. Merci. Voilà. Non, mais après, évidemment, on retrouve dans les aérosols qui vont être émis les composés chimiques qui constituent la poudre ou le filament de départ. C'est la même problématique sur les fumées de soudage, la projection thermique. En fait, on est dans la grande famille des procédés dits à haute énergie qui vont, du fait de l'énergie qui est mise en œuvre au sein du process, générer des particules extrêmement fines, avec des états d'oxydation dont on peut éventuellement discuter, mais qui seront majoritairement composés du matériau initial. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Comme il disait. Quid de l'utilisation d'aspirateurs à Tex avec inertage haut? Vous semblez ne pas les recommander. Je n'ai rien dit de tel. C'est de la surinterprétation. Je suis plutôt allé sur la partie bain, justement bain d'huile, tout simplement pour les raisons que l'on a évoquées, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des métaux à haute température que vous allez introduire dans un bain d'eau, vous allez avoir une génération d'hydrogène. Donc cette génération d'hydrogène, si vous n'avez pas une ventilation adéquate, si vous avez une accumulation, évidemment vous créez une atmosphère à Tex. Donc ça c'est quelque chose que l'on souhaite éviter. Dans le bain d'huile, vous n'aurez pas ça. Donc c'était plutôt pour ça que j'avais opté sur l'aspect bain d'huile. Après, bien entendu, l'idée c'est d'immerger, c'est de réduire la surface qui peut encore être oxydée. Donc à partir du moment où c'est immergé sous l'eau, et que la ventilation est adéquate pour supprimer cette génération éventuelle d'hydrogène, pourquoi pas, bien sûr. Merci pour la précision. Une question dans la salle encore, une fois, deux fois. J'ai encore une question, une dernière du chat. Quel mécanisme induit la différence entre TMI en nuage et TMI en couche ? Oui, alors il y a une grande différence en fait de transfert de chaleur. Les TMI en couche sont toujours plus faibles, ou globalement essentiellement plus faibles que les TMI en nuage, tout simplement parce que les phénomènes d'échauffement ou d'auto-échauffement vont être beaucoup plus importants et beaucoup plus faciles sur une couche. C'est-à-dire il y a une transmission de proche en proche, une accumulation de la chaleur, et puis pour évacuer la chaleur, c'est plus difficile dans une couche. Si vous mettez la poussière en suspension, eh bien évidemment là, vous aurez un petit peu plus de mal de transférer cette chaleur d'une particule à une autre. Donc voilà, c'est essentiellement des mécanismes de transfert de chaleur, conductifs notamment dans le cas de la TMI en couche, et convectifs évidemment, mais radiatifs aussi surtout, dans le cas de la TMI en nuage. Mais on retiendra que la TMI en couche est toujours ou quasiment inférieure à la température minimale d'inflammation en nuage.